Madame, monsieur, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je prends donc la parole cet après-midi pour vous faire une nouvelle analyse par rapport au système politique que je tente donc de proposer à l'appréciation des Africains, notamment à deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mais ici c'est beaucoup plus la Côte d'Ivoire parce que la situation donc, de l'alternance politique est devenue régulièrement chrysogène et il y a plusieurs donc, situations qui font qu'il est important donc, de proposer autre chose, pourvu que ceux qui votent les lois puissent donc s'en approprier et puis qu'on en débatte au niveau de nos domiciles pour qu'on puisse passer à une alternative qui serait plus efficace. D'accord. Je l'avais déjà fait il y a plus d'une année et récemment j'ai fait une brève donc, présentation, donc un résumé. Et après j'avais dit que j'allais donc dans différents points venir préciser des éléments. Sauf que dans les commentaires j'ai pu voir qu'il y a des personnes qui me demandaient donc il y a des personnes qui me demandaient tout simplement ce qui était donc ce système politique que j'essaie donc de proposer, ce mécanisme. J'ai compris que les gens n'avaient pas forcément regardé ce que j'avais fait avant. Donc le résumé que j'ai fait récemment ne permet pas d'avoir donc assez d'éléments clairs. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de tout reprendre à zéro. Et puis où il y aurait des zones d'ombre, éventuellement en fonction des commentaires, mais aussi en fonction des éléments que moi je pourrais donc recevoir plus tard. Je pourrais donc vous faire donc des apports régulièrement, question donc de pouvoir donc être plus exhaustif. Alors c'est quoi en fait exactement? Il se trouve que en fait au niveau de nos États, les élections sont devenues un réel enjeu. Les élections sont tellement vitales que en fait quand elles arrivent, c'est des moments de crise, c'est des situations que nos pays vivent avec beaucoup de difficultés. Cela freine notre développement et cela fait aussi qu'on ne choisit pas forcément la meilleure personne, mais plutôt peut-être la personne qui aura plus de ressources pour une raison ou pour une autre. Donc face à cette situation, moi je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour que en fait les élections qui sont censées être un moyen ne deviennent pas un frein finalement? En fait, le système politique, le mécanisme devrait être comme un atout qui va nous permettre, donc, parce qu'en fait, c'est un moyen et non la finalité. Pourquoi le moyen, en fait, va contribuer à mettre un frein à la finalité? Puisque la finalité, c'est de vivre dans un environnement prospère et avancé. Si le fait donc, de faire des élections, donc le moyen va devenir un handicap, peut-être faut-il penser à autre chose. Donc voilà d'où est parti. Donc, depuis 4 années que j'ai mûri cette réflexion, j'ai échangé avec certains amis. Et je me suis dit que attendre le bon moment, souvent le bon moment il n'arrive jamais. Peut-être qu'il faut proposer. Parce que j'ai remarqué que chez nous en Côte d'Ivoire, à chaque élection, c'est une crise. À chaque élection présidentielle, c'est une crise. Donc j'ai dit, mais est-ce que si je proposais ce à quoi je pense, ce en quoi je crois, cette conviction que j'ai, qui fait que chaque jour, en fait, souvent je mijote et que j'analyse en fait. Concrètement, c'est quoi? Moi, je dis à la place donc des systèmes électoraux qu'on a dans notre pays là, on va proposer un autre système à côté. Et ce système-là, c'est lequel? En fait, c'est des sages qui vont se réunir, que j'appelle collège des sages. Et ces personnes seront composées des gens de religieux, des gens traditionnels, donc les gardiens de nos coutumes. Pourquoi c'est ces personnes-là que moi je choisis de mettre dans le collège des sages? Parce que justement, quand on a des crises chez nous, c'est ces personnes-là qu'on va chercher. Ce qui reviendrait à dire que ces personnes-là sont notre dernier atout. Parce qu'elles sont notre dernier atout, il ne faut pas attendre qu'il y ait le problème pour aller les chercher, mais il faut les mettre dans le système pour en fait les amener à anticiper, à éviter les problèmes. Voilà d'où vient l'idée. Et donc, les mettre dans le système, plutôt que d'organiser une élection présidentielle qui va coûter des milliards, des centaines de milliards, on va simplement mettre un système en place qui permet sur la base des dossiers constitués par chaque candidat de faire des sélections. Voilà, c'est tout simple. Plutôt que de faire des élections présidentielles qui vont envoyer des crises, qui vont créer des situations donc, inconfortables pour le pays, pour le climat des affaires et tout ce que vous pouvez imaginer, et la division communautaire, tout ce qu'on voit, notamment en Côte d'Ivoire, on fait un truc simple.
on sélectionne. Donc les hommes de Dieu vont entre eux-mêmes se désigner, mais parmi eux, les principes seront simples. C'est nous qui allons rédiger les principes, les règles pour leur donner, mais ils vont se désigner à partir de ces règles-là. Tout homme religieux qui se serait intéressé à la politique, il ne peut pas faire partie du conseil. Tout homme religieux qui aurait émis une envie quelconque d'exercer le pouvoir d'une manière ou d'une autre, ou de s'approcher des gens du pouvoir, ne saurait aucunement faire partie de ce conseil-là. L'idée, c'est de les amener à désigner des personnes vraiment authentiques, qui prouvent par leur façon de vivre tous les jours, mais aussi par la pratique de leur foi, qu'ils ne sont attachés que donc à la pratique donc de leur religion. Donc c'est dit que les personnes qui vont déposer leur dossier, la foi et la crainte de Dieu seraient un élément qui serait mis en avant. Pourquoi je pense que c'est un élément qui doit être mis en avant? Tout simplement parce que quand quelqu'un craint Dieu, ça veut dire qu'il craint un être autre que lui, qui est supérieur, qui voit ses actions, qui certainement va le sanctionner s'il va donc dans les travers. Et c'est un élément important. Ça limite, ça limite donc ce que les individus peuvent faire. C'est différent de quelqu'un qui n'a aucune crainte de Dieu, par exemple. Moi, mon but, en fait, c'est simple, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et ce que je regarde en faisant ma proposition, c'est les failles du système que nous avons aujourd'hui. Donc c'est simple. L'intérêt supérieur de la nation et les failles du système actuel que nous avons. Donc tout ce que je dis, ça permet de visser un point qui est mal vissé à partir donc du système que nous avons. Ça permet de résoudre un problème. Et donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je pourrais donc éventuellement revenir à partir des vidéos, dire telle partie, voilà tel problème que ça résout. Donc, pourquoi on met en place donc un conseil des sages? Simplement, c'est pour désigner, choisir. Donc, la meilleure personnalité du moment qui pourrait diriger le pays. Pourquoi la foi est importante? Parce que elle est en elle-même une contrainte première avant donc les autres contraintes et que nous allons donc nous allons vous décliner donc dans la suite donc de la vidéo. Donc concrètement c'est quoi? Et c'est dit que comme il y a des divisions, il y a des crises qui sont régulièrement constatées dans nos pays, nous on met en place un mécanisme qui va nous permettre de nous mettre au-dessus de ces crises. Ça va faire que cette division systémique, quasi systémique qu'on constate en Côte d'Ivoire, notamment entre les Bété, les Djoula, les Baoulés, etc., elle va disparaître. Elle va disparaître et ça va renforcer le socle social. Parce que c'est ça qui est le plus important. À quoi sert d'avoir un moyen de désignation qui crée encore plus de problèmes qu'il n'en résout? À quoi ça sert franchement? Et non seulement ça crée plus de moyens plus qu'il n'en résout, mais en plus, ce n'est même pas les meilleurs d'entre nous qui nous dirigent. C'est ceux qui ont su donc à un moment donné se positionner avec plus de ressources, des ressources qui généralement ne viennent pas donc de mesures, donc de moyens donc de tracer des chemins clairs qu'on peut donc indiquer ou décliner. Donc c'est dit que on va proposer ce mécanisme-là qu'on pourrait, si on veut, un terme clair comme pour l'exemple de la démocratie, on pourra dire c'est la sciocratie. La sciocratie, c'est quoi exactement? Ça dit que le pouvoir des personnes jugées dignes et adéquates, dignes, en ce sens que par leur parcours et par leur vertu, ils se seront distingués, adéquats parce que, en fait, en fonction du contexte du moment, c'est ces personnes-là qui seront, n'est-ce pas, choisies. Donc, ça va mettre l'accent sur quoi? Sur la pertinence donc, du dossier qui aurait été proposé et les valeurs intrinsèques, les valeurs sociétales qui sont les nôtres. En fait, ce sont ces éléments-là qui vont être mis en avant donc, dans le choix donc, de cette personne-là. Donc, il s'agit quoi concrètement au niveau du conseil des stages qui va donc décider donc, de faire ce choix-là? Il s'agit parmi, donc, en fait, on va par exemple faire une stratification, on regarde, il y a combien donc de chrétiens, et il y a combien donc de musulmans, il y a combien de chefs traditionnels ou garants de nos us et coutumes, et en fonction, on va donc décliner les règles de ceux qui peuvent prétendre donc à siéger au niveau du conseil, et en fonction de ça, on va avoir un nombre de personnes qu'on va donc qui vont auto-désigner entre eux, en leur sein qui vont constituer le conseil des sages pour donc gérer donc la question donc du choix de la personne qui va diriger, n'est-ce pas, le pays pour donc les 2 années qui vont suivre, puisqu'il n'y a pas d'élection, on peut limiter le mandat à 2 ans, renouvelable éventuellement en fonction donc de ce qu'on pourrait voir.
Donc, l'avantage qu'on a avec le Conseil des sages, c'est quoi? C'est que les gens qui vont être dans le Conseil des sages, c'est des gens qui craignent Dieu, qui sont donc des imams, qui sont des pasteurs, qui sont des gardiens de nos traditions. Donc, quand on choisit une personne, contrairement aux choses, à l'autre pratique qui consiste juste à prêter serment sur donc, la Constitution, qui est en fait en réalité un bout de papier, c'est du bois tout simplement. Ici, il va prêter serment pour donc pour ce qui est donc de l'imam sur le Coran, pour le pasteur sur la Bible, pour donc le chef traditionnel, il va verser de l'eau sur donc ses justes coutumes, les moyens d'adoration qu'il a à son niveau. Pourquoi en fait je fais appel à tout ça? C'est parce que c'est pour que tout le monde se retrouve dedans. L'idée ici, c'est pas de dire que c'est telle religion juste, et puis donc on va se focaliser que sur ça, parce que si on dit par exemple c'est juste pour les chrétiens, on va voir que les musulmans et les traditionnalistes ne vont pas se sentir représentés, ce qui est un handicap en soi pour le système. Donc, le fait que tu amènes quelqu'un qui craint Dieu, donc par exemple un imam à prêter serment sur le Coran, c'est une contrainte forte qui fait qu'il va désigner la personne en toute conscience et juste pour l'intérêt du pays, pour ne pas lui avoir donc de compte à rendre après. Et au-delà de ça, ils vont prêter serment sur donc, la Constitution. Ce principe constitue une contrainte importante qui fait que les déviations, les erreurs qu'on rencontre très souvent dans nos pays, en fait, vont être sérieusement réduites avec cette première donc, proposition que je fais ici. Donc, l'idée ici, c'est prendre ceux qui sont comme les gardiens, notre dernier rempart, donc les chefs traditionnels religieux, qui nous aident à régler régulièrement les problèmes. C'est eux désormais, en fait, qui vont constituer le mécanisme lui-même. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des crises, mais d'anticiper sur les crises. Mais en même temps, il y a un risque. Pourquoi? Quel est ce risque-là? Il ne faut pas que eux, ces hommes qui vont venir, donnent des raisons de douter d'eux. Parce que s'ils donnent des raisons de douter d'eux, c'est le dernier rempart qui est en péril et c'est dangereux. C'est pourquoi, j'espère, en tout cas, on fera tout le travail pour les sensibiliser suffisamment et ils feront exactement ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour donc garantir la crédibilité du système, parce que c'est surtout ça qui est en jeu. Il faut que le système soit assez crédible pour que les joueurs soient prêts à donc à s'y soumettre, à rester sereins. Et aujourd'hui, au jour actuel, ce que nous avons dans notre pays, avec les crises successives et ce que les Ivoiriens connaissent, je vous assure qu'aucun Ivoirien ne va s'opposer à une telle proposition dans la mesure où elle lui garantit sa paix, elle permet de désigner quelqu'un sur la base de dossiers, donc éventuellement le plus efficace, mais aussi quelqu'un qui craint Dieu en même temps. Donc c'est plusieurs arguments qu'on compose, qu'on va avoir en fait, on va avoir donc parmi les gens, pas des gens qui ont su parler, qui ont su avoir la meilleure ressource, mais des gens qui ont su démontrer, qui ont su faire preuve de probité et qui vont venir avec un objectif, un seul, défendre l'intérêt de leur pays. Et chaque année, ils seront amenés donc à rendre compte, à faire un point, y compris devant l'Assemblée et donc le Conseil des sages. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le Conseil des sages a pouvoir donc de changer, de faire un autre choix si la personne donc, qui fait la présentation, donc la personne qui est chargée donc d'administrer les affaires de l'État, n'atteint pas ses objectifs et qu'il n'y a pas de raisons solides qui expliquent donc ces insuffisances. Vous voyez? Donc, en une année, on peut te faire un point et puis donc te juger sur la base de cela. Donc, cela va faire que les gens seront obligés de travailler exclusivement dans l'intérêt du pays. Et le conseil des sages en soi, quelqu'un pourrait dire que peut-être qu'il va être corruptible. Il sera difficilement corruptible par rapport à un individu qui serait venu, qui aurait juste prêté serment, par exemple, sur la Constitution. Je ne néglige pas la Constitution, loin de là. Mais je veux dire que quand tu as prêté serment sur le Coran, le premier billet de banque qui arrive ne te fait pas tout de suite dévier donc, de ta trajectoire tant que, en fait, avant que tu n'arrives là, tu avais donc un ancrage particulier donc, dans la foi, donc, dans ta pratique. Alors, concrètement, moi, ce que je proposerais, par exemple, c'est que celui qui jouerait le rôle de Premier ministre et de Président, en fait, il va être appelé quoi? Administrateur général. Pourquoi administrateur général? Ça dit qu'à la place du président de la République, on aura un administrateur général. Administrateur pour lui rappeler qu'il administre, qu'il gère quelque chose, et pas président, pas premier ministre, parce que c'est des titres qui naturellement gonflent l'ego.
Et une fois qu'on t'appelle président, souvent tu tombes facilement dans certaines suffisances qui fait que tu peux être amené à faire des débordements. Alors quand tu restes administrateur, c'est un grand titre, administrateur général, mais tu restes encore modeste. Tu gardes encore la tête sur les épaules. Et donc, c'est des changements conceptuels qui peuvent paraître pas très utiles, mais qui sont très, très importants et qui donc ont toutes les places ici. Donc, l'administrateur général pourrait donc se choisir un adjoint. Le rôle de l'adjoint serait donc de le représenter au niveau donc des différentes institutions. Et lui, qui est l'administrateur général, aura la responsabilité donc de diriger, de piloter son gouvernement. Et les responsables des différents partis, au lieu de dire ministre, par exemple, de l'éducation nationale, on va dire, par exemple, le responsable donc, du département de l'éducation nationale. Cette simple appellation, crée un changement qui est très, très, très important. Ça donne une présentation, une vision qui est donc assez différente et qui va donc nous amener à avoir une nouvelle approche. Vous êtes responsable d'un département, vous êtes amené à rendre compte sur ce qui va se passer au niveau de ce département, parce que avant même que l'administrateur général ne vienne présenter donc le bilan, il sera donc amené donc à faire donc les comptes avec chacun de vous, parce que lui il est responsable donc de chacun de vous. Donc voici un peu présenté ce que, en fait, jusqu'ici j'étais en train donc de mijoter. Concrètement, et le fait que le président sera amené régulièrement à faire le point, le fait qu'il sera amené régulièrement à faire le point, fait qu'il ne peut pas tout se permettre. Et le fait qu'il sache que le conseil des sages sera amené à le remplacer ou à prendre une autre personne pour assurer donc la continuité, s'il n'est pas à mesure donc d'être efficace, d'atteindre les objectifs avec les ressources, s'il n'est pas à mesure de justifier clairement les ressources donc, qui sont utilisées, c'est un élément majeur qui change ici. Parce que le président jusqu'ici, en fait, c'est le numéro 1 du pays, il n'a de compte à rendre à personne. Sauf qu'ici, on met un système en place qui fait que celui qui était hier le numéro 1 du pays aura donc des comptes à rendre chaque année et donc sur la base donc, des ressources utilisées et des résultats donc, atteints. Et donc ça change vraiment les choses, ça fait qu'il y a les dérives qui ne vont pas arriver. Comment on fait pour gérer par exemple l'aspect judiciaire et donc et l'aspect de la communication par exemple? Pour l'aspect judiciaire et l'aspect de la communication. Loin de permettre, donc, au lieu de permettre à l'administrateur général donc, d'assurer donc, l'administration donc, des affaires donc, de l'État, il dit bien l'administrateur général, c'est lui qui remplace le président, le premier ministre, et j'ai expliqué pourquoi. Loin de lui permettre donc, de le faire, on va donc désigner, donc c'est le conseil des sages qui va désigner parmi les 10 magistrats, les 10 anciens magistrats, parmi les 10, qui va être le responsable donc, du secteur du département de la justice et qui est le responsable du département donc, de la communication. Donc les budgets sont votés, on va leur attrayer leur budget pour pouvoir fonctionner, eux ils vont à gérer et ils auront aussi à rendre compte. Ce n'est pas une façon de les mettre au même niveau que l'administrateur général qui est en fait le président, non, mais c'est une façon donc de distinguer, de séparer ces différents pouvoirs-là pour leur permettre donc d'exister, d'exercer librement. Parce que s'ils sont désignés par l'administrateur général qui est en fait, qui a le pouvoir donc de l'exécutif, ils seront donc contraints, donc par rapport à certaines choses, ils seront influençables ou influencés d'une manière ou d'une autre. Donc voici ici, on résout facilement comme ça le problème donc de l'indépendance judiciaire et politique. On résout aussi d'autre part le problème donc de l'indépendance de l'appareil donc de la communication et n'est-ce pas donc et l'exécutif tout simplement. Et en cela, il y a un élément qui est assez important. C'est par exemple les partis politiques. On n'aura plus de partis politiques. Pourquoi? Parce que les partis politiques, en fait, constituent l'une des grosses plaies de nos États. Si je prends par exemple, parce que ici c'est surtout pour la Côte d'Ivoire, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, vous verrez que c'est au sein des partis politiques que sont construites par essence les divisions. Et donc, au lieu de constituer un appareil
qui est fait d'individus qui se reconnaissent dans un même pays, qui viennent pour défendre un idéal, qui viennent servir, on va se retrouver avec des gens qui sont là par affinité et qui vont venir aux affaires pour donc chacun chercher donc à gagner son pain. Ce faisant, lorsque on élit quelqu'un qui sort d'un parti politique, il a en soi un handicap. Il va avec des handicaps parce qu'il a l'obligation de mettre des gens avec qui il a mené la lutte jusqu'ici. Donc c'est un sérieux problème. Donc ce que nous on propose dans ce nouveau système-là, c'est en fait des partis et des associations qui vont avoir un but donc politique, presque même celui que les partis politiques, mais ce ne sont pas en fait des partis politiques. On va les appeler des associations. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans chaque association, il y a obligation faite de ne pas avoir plus de 10% d'un groupe ethnique. Pas plus de 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette association qui sera amenée par exemple à présenter un individu donc aux élections, il y a peut-être jusqu'à au maximum 10% de BT, 10% de Doula, 10% de Gouro. C'est-à-dire dans une même association, on ne peut pas avoir plus de 10% d'un même groupe ethnique. Ce faisant, on va avoir un mixage, un brassage qui va se faire naturellement, qui va faire en sorte que les discours clivants ne pourront pas se tenir. Parce que tu ne peux pas venir t'arrêter devant un gourou et puis dire par exemple que c'est nous les Doula. Ouais, que ça passe pas parce que tes collaborateurs sont d'autres gourous. Donc l'idée c'est quoi? C'est-à-dire que le problème que nous avons là, on va créer un mécanisme qui fait que le mécanisme lui-même résout peut-être 80 à 90% des problèmes et c'est l'attitude, la probité, l'engagement des uns et des autres qui va permettre en fait de combler, donc de définitivement résoudre ce problème-là. Donc on peut partir sur des associations avec un nombre limité et au sein de ces associations-là, contrainte de ne pas avoir plus de 10% de chaque groupe ethnique et de manière à ce que ce soit en fait un mixage, donc un assemblage donc de la société, ce qui fait que le discours communautaire des clivages vont se stopper net et vont s'arrêter et vont nous éviter les crises que nous pouvons donc entrevoir si rien n'est fait et que les choses donc demeurent donc demeurent dans cet état. Dans ce faisant, les candidatures indépendantes seront encouragées. Donc le fait d'appartenir à un parti politique est un handicap. Ce qui va se passer, c'est que quand vous faites une association, vous êtes amené à arriver aux affaires, contrainte est faite qu'il n'y a pas plus de 10% d'un même groupe ethnique. Et quand vous arrivez aux affaires, c'est pour une période donnée. Quand vous arrivez aux affaires, contrainte est faite, sauf que le parti ou l'association du moins est tout de suite disloquée. C'est-à-dire que l'association dont le candidat arrive aux affaires n'est plus une association qui devrait fonctionner. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas que cette personne travaille dans l'intérêt de cette association, travaille à se créer une succession, travaille à favoriser cette association. Donc la personne s'en va. Elle a l'obligation, en grille d'être ingrate, de choisir les meilleures têtes du pays parce que, disons que le collège des sages aura le droit, par exemple, de le rappeler monsieur l'administrateur général, monsieur, vous avez choisi tel profil pour tel poste, alors qu'on voit tel autre profil, toujours dans le pays, qui a les compétences plus pointues en la matière que vous. Est-ce que vous pouvez nous justifier ça? Donc, face à cette situation, quand une fois élu, la personne aura l'obligation de choisir les meilleurs profils possibles ou les profils les plus adaptés possibles. Sinon, ils auront l'obligation, n'est-ce pas, donc, de justifier cela face donc à l'autorité et face à l'autorité en fait qui est ici le conseil des sages. Voici grosso modo ce que je voulais donc apporter à votre appréciation. C'est-à-dire que ce ne sera plus de gouvernement, des gens qu'on va nommer parce qu'on a fait une lutte ensemble ou pas. Ce sera des gens qu'on va noter sur la base du profil, de la compétence, de leur parcours, de ce qu'elles ont déjà fait. Et ça, en fait, ça va nous permettre de réduire beaucoup. Tout ce qui est crise, parce qu'il n'y aura plus d'élections, il n'y a plus de période d'instabilité, c'est résolu. Il n'y a plus de campagne à battre, donc tout l'argent qui est dépensé pour donc financer les partis politiques, battre campagne et consorts, c'est supprimé, ça va servir à l'investissement. Il n'y aura plus donc de problème donc, de gestion, d'inquiétude entre le parti politique, le parti qui est au pouvoir et le monsieur qui est aux affaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il est élu aujourd'hui de la demain, la loi dit que le parti s'est dissous et obligation est faite aux partis qui étaient, aux individus, à tous les individus qui étaient dans l'ancien parti, c'est-à-dire qu'il va être clair. Donc dans l'association qui est créée et qui a permis
d'amener une personne au pouvoir, donc celui qui gère les affaires de l'État, la dislocation est faite et il est impératif que aucun, c'est-à-dire parmi ces membres-là, ils peuvent se mettre dans d'autres associations pour prétendre aux affaires, donc conquérir le pouvoir, sauf que ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas plus d'un membre, c'est-à-dire que plus d'un membre de l'ancien parti, qui donc le candidat aujourd'hui au pouvoir n'aura pas plus d'un qui se retrouvera, plus d'un qui se retrouveront dans la même association. Pourquoi cela? C'est pour éviter que la dislocation soit faite et qu'on se reconstitue en une nouvelle association pour simplement continuer les choses. L'idée, comme je l'ai dit, c'est pour éviter que celui qui a aux affaires travaille à privilégier ces gars avec qui il a été dans l'ancienne association. Ça évite ainsi à la société donc de tomber dans les travers. Donc c'est simple, hein? Je suis parti sur la base des crises et des problèmes qu'on rencontre. Je regardais d'où viennent les failles et je fais les propositions et les propositions sont faites à sorte qu'il y ait les contraintes et on rentre en fait dans le mécanisme lui-même, on va donc mettre les solutions qui permettent naturellement donc de résoudre nos problèmes. C'est le cas par exemple de problèmes communautaires dans chaque association, pas plus de 10% du même groupe ethnique. Ça c'est un exemple simple qui nous permet donc de résoudre franchement le problème donc communautaire qui est une menace grave qui guette surtout la Côte d'Ivoire. Donc voici un peu présenté. Donc comme j'ai dit, le problème communautaire, c'est l'aspect social surtout qui m'interpelle et qui est la crise grave qui nous guette. Et surtout avec cette question de djihadistes qui d'autres dans la sous-région, on n'a pas intérêt à se retrouver avec une telle situation, avec une division au sein de la société. Vous avez vu qu'au niveau du Burkina, du Mali, c'est en fait l'argument qu'ils ont tenté donc de mettre en avant. Ils ont essayé de faire croire que le peuple était stigmatisé. C'était quoi le but? C'était de créer une scission au sein de ces sociétés-là, afin de permettre donc de facilement s'aimer le chaos. Donc s'ils arrivent dans un pays, on ne le souhaite pas, que Dieu nous en préserve, et que ça arrive dans un pays comme, voilà, vraiment que Dieu, je touche du bois, que Dieu donc vraiment nous en préserve, et qu'on se trouve, on sait qu'il y a ces divisions-là qui sont là, on est mal parti, on est mal barré. Donc voici un mécanisme simple, clair que je propose. Dans les prochains jours, ce que je ferai, c'est que je mettrai tout cela sur un PDF que je travaillerai à diffuser, et après on travaillera à faire un ouvrage, n'est-ce pas, qu'on va éditer pour, n'est-ce pas, promouvoir, afin que ce mécanisme qui est endogène, qui est propre à notre société, puisse donc prendre le dessus sur ce qui a été importé, qui malheureusement ne nous permet pas de résoudre donc nos problèmes. Pourquoi il est endogène? Parce qu'on désigne. Or, dans nos sociétés traditionnelles, on désignait. Pourquoi on prend donc différentes religions et traditions? Parce qu'en fait, nous sommes plusieurs peuples amassés avec des valeurs différentes. Or, dans notre ancienne façon de faire, c'était par exemple que chez les Baoulés, ils ont leur façon de fonctionner, que chez les Gourou, ils ont leur façon. Comme ici, c'est tout un État avec des ethnies différentes, on va donc faire une stratification pour que tout le monde se retrouve dans le mécanisme, afin que quand les décisions soient prises, elles soient reconnues et qu'il n'y ait pas donc de raison donc de contester la décision qui n'est pas prise. Voilà, grosso modo présenté, cher donc auditoire, ce que je voulais apporter à votre appréciation. Donc c'est un mécanisme politique qui vient se substituer à celui que nous avons, qui permet de résoudre les questions de crise, de division, d'inefficacité économique, et donc de rendre ainsi le climat des affaires stable au niveau de nos pays, pour les voir plus prospères et donc avancer donc dans la sérénité. Au fur et à mesure, certainement que je vais me rappeler d'autres éléments que je pourrais vous apporter au fur et à mesure, mais jusqu'ici, c'est l'essentiel de ce que je voulais donc vous apporter comme analyse. Le conseil des sages sera le socle et les individus qui vont être désignés seront essentiellement trois. L'administrateur général qui est en fait le président et le premier ministre et qui va se donner un adjoint qui va le représenter dans les différentes cérémonies, donc pour que lui puisse avoir toute son attention à focaliser sur le travail. Et à côté, on aura donc le responsable de l'appareil donc judiciaire et donc du département de la communication qui seront aussi désignés. Pas qui seront les égaux de l'administration générale, mais qui seront, c'est un peu comme des ministres, mais cette fois-ci c'est des ministres directement désignés par le conseil, n'est-ce pas, le conseil des sages. Ça évite quoi? Ça évite le problème donc
de pouvoir qui s'entremêlent, l'exécutif, n'est-ce pas, qui influence le judiciaire ou donc l'aspect de la communication. Ça va nous éviter plusieurs questions de crise que nous pourrons donc. Le mécanisme tel que je vous le présente, je ne vous dis pas que c'est une panacée. Il ne finit pas de résoudre tous les problèmes. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit adopté. Je ne demande pas juste d'avaler, mais je ne demande pas non plus, ce que je ne veux pas non plus, c'est qu'il ne soit pas rejeté comme ça. Prenez le temps de l'analyser et voir si en fait ce qui est dit est censé. Si vous pensez que vous avez des arguments pour mettre en fait, pour opposer, à avancer, pour montrer les limites de ce qui est dit, ben, ça avec grand plaisir. Parce que l'idée c'est de partager les idées pour qu'on puisse me contester, pour qu'on puisse donc le corriger et l'améliorer au fur et à mesure. Donc, administrateur général à la place du président du Premier ministre. Pourquoi? Parce que le titre président, ça donne trop de galons, ça gonfle l'ego et ce n'est pas bien pour un homme parce que l'homme reste l'homme. Quand on pense qu'on est arrivé, malheureusement, on va dans les travers. Pourquoi il est responsable du département plus que ministre? Pour lui faire comprendre conscience qu'il a la responsabilité donc d'assurer donc, la gestion du département et qu'il a des comptes à rendre. Et pourquoi le conseil d'État désigne le responsable de l'appareil judiciaire et de la communication? Parce que le judiciaire est un pouvoir qui a une classe importante. Quand on n'a pas confiance dans la justice, il n'y a plus de société. Donc la communication, il ne faut pas que les exécutifs influencent. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait une opposition, mais ça veut dire qu'il y aurait un chef qui est libre de travailler le département de la communication et son responsable, son boss, ne serait pas le chef donc, de l'exécutif. Cela ne veut pas dire non plus qu'il est hors la loi. Tout ça sera encadré et, n'est-ce pas, permettra à chacun de travailler de façon donc autonome, indépendamment, et donc de pouvoir apporter sa pierre à l'édification de nos nations. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrête avec ces crises qui n'ont pas de raison d'être. Et il faut qu'on arrête avec des gens qui ont pillé le pays, qui sont donc gardés dans des fonds et qui reviennent sous un autre visage, venir se représenter et prendre, parce qu'ils ont un peu de ressources. Il faut que ça s'arrête, alors qu'il y a des gens qui sont compétents, qui jouissent d'une probité morale incontestable, qui sont dans nos pays, qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, mettre en avant. Il faut qu'on arrête avec ces éléments-là. Donc, ce que je propose, ça nous permet de résoudre tous ces problèmes-là. Ce n'est pas parce qu'un mécanisme vient d'ailleurs qu'il est meilleur que ce que nous-mêmes on peut produire. Nous avons nos réalités au niveau de nos sociétés. Donc, nous devons pouvoir, n'est-ce pas, donc, à partir de ces réalités-là, implémenter quelque chose qui est efficace, nous permet donc d'avancer. Voilà un peu présenté ce qui fait l'objet donc de ma vidéo de ce soir. Merci à vous de m'avoir donc suivi. Excellente soirée et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle analyse. Au revoir et à bientôt. Je vous demande de vous en approprier, de l'analyser, de regarder ce qui ne tient pas la route, de critiquer sérieusement pour qu'on puisse arriver à un mécanisme exhaustif, efficace qui permettrait, n'est-ce pas, à nos nations de se compter ou de se faire compter parmi donc, les nations prospères. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.